Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Céline Dalogère, la cofondatrice de My Data Machine. Elle viendra nous parler de la journée de la femme digitale. On verra notamment pourquoi les femmes sont encore sous-représentées dans les métiers du numérique et de l'intelligence artificielle. Notre débat, il portera sur les PFAS, ces polluants éternels présents dans de nombreux produits du quotidien. Une loi réduisant leur utilisation vient d'être votée. On verra ce qu'elle peut changer. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai les coussins chauffants de Cuchot, une alternative au chauffage qui sont désormais interdits sur les terrasses des restaurants. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Céline Dalogère. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de My Data Machine. On va parler ensemble de la journée de la femme digitale, de la sous-représentation des femmes dans les métiers du numérique et de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, je veux bien que vous nous présentiez cette entreprise que vous avez créée avec Ronak Pontel. Votre promesse, c'est d'aider les entreprises d'IA à générer des données riches. Je dis ça, j'ai pas forcément compris. C'est quoi exactement votre métier ? Oui, alors tout à fait. Donc j'ai cofondé My Data Machine et ce que je fais, c'est que j'aide les entreprises à développer des briques d'intelligence artificielle. Ouais. Et vous le savez, pour développer de l'intelligence artificielle, il faut beaucoup de données. Et ça, je m'en suis rendu compte dès le début de My Data Machine, car à ce moment-là, je développais moi-même une IA et j'avais besoin de beaucoup de données. C'est pour ça que j'ai créé My Data Machine et en fait, on offre différents services qui vont me permettre de créer des données structurées. C'est quoi une donnée structurée ? Oui, alors par exemple, en tant qu'entreprise, on peut avoir beaucoup de données, mais elles ne sont pas nécessairement classées. Par exemple, on a des images, mais on ne sait pas à quoi elles correspondent. Et en fait, ensuite, pour entraîner une intelligence artificielle, on a besoin de nommer ces images, les classer, les trier, et ensuite, on peut entraîner, évaluer l'intelligence artificielle. Et donc, c'est ce qu'on fait. On vient agréger les données, les structurer, et ça... Dans quel secteur ? Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, on travaille principalement dans le secteur de la fashion tech, mais aussi du retail pour des e-commerce ou des marques de mode, de sportswear, voilà, ce genre de clients, et aussi des clients qui vont développer des softwares pour ces clients également. Le 17 avril prochain, c'est la journée de la femme digitale qui devient Join Forces and Dare, unir nos forces et oser. Ce changement, tout est dans le changement de nom. Il y a une ambition internationale pour cette journée de la femme digitale ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une initiative qui est née donc en Europe, mais même là, aujourd'hui, l'idée, c'est de partager cette initiative dans le monde. Et je dois dire que nous aussi, chez My Data Machine, on porte cette initiative même entre l'Inde et la France. Oui. Et on est heureux de pousser les femmes, d'inspirer les femmes à se lancer dans le digital et plus particulièrement dans l'intelligence artificielle cette année, puisque en 2025, le thème, c'est l'intelligence artificielle principalement. Oui, effectivement. L'idée, c'est quoi ? C'est de devenir un accélérateur de croissance pour les femmes dans l'univers de la tech ? C'est ça l'ambition ? L'ambition, c'est d'inspirer, d'aider aussi à trouver des financements et de pousser des rôles modèles, que ce soit des entrepreneurs, des étudiantes, mais aussi des salariés d'entreprises. Et nous, par exemple, chez My Data Machine, en fait, on vient mettre à l'honneur des initiatives créées par des femmes dans notre entreprise, liées au digital et à l'intelligence artificielle, pour les pousser et inspirer d'autres à se lancer et à faire le premier pas vers le digital. Ouais. On va voir quelques chiffres. D'abord, les femmes dans les métiers du numérique, c'est à peu près la même proportion. C'est l'INSEE qui nous dit qu'en 2023, 24% des emplois dans les professions numériques étaient occupés par des femmes. Et puis, autre chiffre qui est là donné par les organisateurs de la journée de la femme digitale, 25% des effectifs travaillant dans l'intelligence artificielle en France sont des femmes. Pourquoi ça reste aussi faible ? Il y a encore des stéréotypes qui ont la vie dure d'une certaine façon ? À mon sens, c'est à la fois culturel et structurel, c'est-à-dire que les jeunes filles, dès l'école, ne sont pas nécessairement poussées vers les maths, l'informatique, qui sont les bases de l'intelligence artificielle. Et en fait, il y a une espèce de barrière qui se crée
dès le plus jeune âge. Ce qu'il faut changer du coup, c'est-à-dire inspirer ces jeunes filles, leur parler et leur montrer que c'est possible de se lancer en tant que femme dans le digital et dans l'intelligence artificielle. Et ensuite, donc moi je l'ai vu en tant qu'entrepreneur, ça peut être assez compliqué de se lancer en tant que femme, notamment quand on va chercher des financements. On se retrouve souvent devant des hommes et des on clubs d'investisseurs, il n'y a que des hommes. Ouais. Beaucoup, souvent. Bon, alors il y en a quelques-uns qui sont nés comme Laïla Capital qui crée... qu'on a reçu ici, oui, effectivement. Ah, super. Ouais. Voilà, qui pousse aussi des femmes et qui veulent pousser des femmes. Mais c'est vrai qu'on se retrouve souvent à devoir pitcher devant des hommes et entouré d'entrepreneurs hommes. Voilà, donc c'est quand même tous les jours, souvent on doit se faire sa place. Bon, alors c'est ce que j'ai fait et j'encourage d'autres femmes à le faire pour petit à petit féminiser le... Oui, le rôle, vous êtes l'un des rôles modèles d'une certaine façon et il y en a besoin. Il y en a besoin notamment dans les écoles, dans les collèges, les lycées. Oui, tout à fait. En fait, comme je disais, ça commence vraiment depuis le plus jeune âge. Moi, aujourd'hui, j'interviens régulièrement à l'ESSEC, par exemple, ou dans des écoles pour pouvoir déjà parler avec des jeunes filles et je me rends compte que effectivement, c'est important pour elles de se rendre compte que c'est possible en tant que femme de se lancer. Vous êtes à la fois ingénieur, mannequin et triathlète. Donc il y a trois carrières de front en quelque sorte. Est-ce que derrière ça, moi je me dis, je ne vous connais pas, mais je me dis, il y a l'idée de repousser les limites. Est-ce que c'est un moteur pour vous, ça ? Oui, c'est vrai. C'est un moteur pour moi de pouvoir prouver, par exemple, que c'est possible d'être mannequin et entrepreneur dans l'intelligence artificielle. Ça a été quelque chose que j'ai voulu prouver à un moment. Bon, voilà, je l'ai prouvé. Je trouve que justement, l'innovation, ça passe aussi par repousser les limites. Effectivement, je l'illustre dans ces différents sujets. Oui. Et le triathlon aussi. Le triathlon aussi, effectivement. Parce que c'est très chronophage. Comment ? Pardon, alors ça nous sort de l'IA, mais c'est une vraie question de curieux. Quand on est chef d'entreprise, déjà, il y a un côté Shiva, on fait beaucoup de choses. Et vous trouvez le temps de vous entraîner pour des triathlons ? Oui, alors j'avais lu au démarrage de cette passion qu'au début ça nous paraissait beaucoup pour quand on commence le triathlon de faire du sport une fois par jour et qu'à la fin les triathlètes en font 2-3 fois par jour. Et c'est vrai que petit à petit on arrive à glisser des nouvelles séances de sport dans sa semaine, mais c'est quand même assez compliqué de tout balancer, mais voilà, il y a des semaines où on peut en faire plus, d'autres un peu moins en fonction des périodes, c'est sûr. Je reviens à l'intelligence artificielle, donc le thème de cette journée de la femme digitale cette année, il y a des événements qui seront organisés ce jour-là, le 17 avril, mais tout au long de l'année, justement pour vivre l'IA au féminin d'une certaine façon, ou pour inciter à se lancer dans ce secteur. Oui, c'est important qu'on en parle, et notamment auprès des femmes. Donc là, par exemple, je vais participer chez Vox à une conférence pour comment l'IA peut aider les femmes dans leur carrière. Et je suis ravie aussi aujourd'hui d'en parler. Effectivement, en France et en Europe, mais aussi dans le monde, on s'aperçoit qu'il est toujours d'actualité, et encore plus aujourd'hui, de pouvoir en parler, et c'est important du coup de le faire pour moi. Est-ce que c'est aussi l'occasion d'aborder, il y a beaucoup d'enjeux autour de l'IA, des enjeux éthiques, des enjeux économiques, des enjeux sociétaux, c'est aussi l'occasion de mettre ça sur le tapis ? Oui, tout à fait. Donc effectivement... Par exemple, à l'Observatoire de l'intelligence artificielle, on travaille sur comment acculturer les gens et faire réfléchir sur comment on peut développer une intelligence artificielle éthique. Et justement, je crois et je suis persuadée que ça passe par la diversité des personnes qui vont participer à cette réflexion, de pouvoir partager au grand public tous ces enjeux. Est-ce qu'une IA féminine est plus éthique qu'une IA masculine ? Une question volontairement totalement provocatrice, mais... Oui, alors je ne sais pas comment répondre à ça, effectivement, mais je pense que c'est important d'avoir des femmes qui peuvent participer aux constructions des IA pour pouvoir réfléchir aux différents biais culturels qui peuvent apparaître, mais comme toute personne pourrait y participer. Et évidemment, il y a des gens comme vous qui se posent pour réfléchir, mais à côté de ça, dans le même temps, il y a des géants du numérique et les États
qui sont lancés dans une course effrénée. Est-ce que s'il n'y a pas quand même un risque de voir pour la première fois un outil échapper à l'homme ? Alors, on aurait pu se poser cette question aussi au moment de la création de l'électricité. En fait, c'est une technologie nouvelle qui va nous aider à dépasser des limites existantes. Voilà. Maintenant, le débat, c'est comment on fait pour que ces innovations et ces nouvelles technologies soient utilisées de manière saine pour l'humanité et pour nous aider à développer du coup un monde éthique tel qu'on le veut. Merci beaucoup Céline Delogère, à bientôt sur Be Smart for Change et bonne journée de la femme digitale Join Forces and Dare, c'est le 17 avril prochain. Tout de suite, notre débat, comment se débarrasser des polluants éternels. Comment se débarrasser des PFAS? On en débat tout de suite avec Sébastien Chanlon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes coordinateur des laboratoires Wessling. Et puis avec nous en duplex, Émilie Rousseau, qui est journaliste à France Télévisions, co-autrice de l'enquête PFAS, la grande intox de l'industrie. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être une question de présentation pour démarrer. Les laboratoires Wessling, c'est quoi votre métier? C'est de faire des analyses physico-chimiques. Les laboratoires Wessling ont été créés en 1983 par le docteur Wessling. Et du coup, après, se sont développés en Europe, principalement en Allemagne. Et puis, en 1999, on a ouvert une succursale en France. Qui a été racheté par ALS, un groupe international australien d'origine, en 2024, mi-2024. Et donc vous travaillez sur, par exemple, nous, là on va vraiment parler des PFAS, il n'y a pas que ça évidemment dans votre activité, mais ça fait partie des analyses que vous réalisez pour vos clients? Oui, tout à fait, ça fait partie des analyses qu'on réalise pour nos clients, qui sont principalement des instituts des instituts de recherche, mais aussi surtout des bureaux de contrôle. Et puis aussi on travaille beaucoup sur les centrales d'enfouissement de déchets. D'accord. Émilie Rousseau, ces PFAS, on va peut-être commencer par rappeler polluants éternels, c'est le mot qui est évidemment beaucoup plus frappant pour tout le monde. On les retrouve un peu partout dans notre quotidien? Ah oui, les polluants éternels, effectivement, les PFAS, on les retrouve dans des tas d'objets du quotidien qui vont aller, on en a beaucoup parlé, des poêles anti-adhésives, des cosmétiques, des détergents, mais aussi il y a beaucoup d'usages industriels dont on parle moins, mais qui sont aussi très importants, c'est-à-dire que de nombreux tuyaux, de nombreux joints des usines des plateformes industrielles sont faits en PFAS. On en trouve dans les panneaux photovoltaïques, on en trouve dans les batteries électriques, voilà, on en trouve dans de très nombreux objets, et c'est ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui aussi répandus dans notre environnement. Sébastien Chanlon, pourquoi il y en a tant des PFAS? Quels sont on va parler de leurs effets néfastes d'abord, mais pourquoi ils intéressent à ce point les industriels? Tout d'abord parce qu'ils ont des super propriétés physico-chimiques. Clairement, c'était des molécules miracles qui ont été développées à partir des années 40, qui ont des capacités notamment à la fois hydrofuges et oléofuges, c'est-à-dire qu'elles protègent à la fois de l'eau et des huiles, entre autres, puisqu'en plus c'est des bons isolants thermiques électriques, pardon. Et puis en plus c'est des molécules qui sont pas destructibles justement, et qui du coup permettent de réaliser beaucoup d'applications. Et c'est pour ça qu'elles se sont développées un peu partout. Émilie Rousseau, quel danger ces PFAS, qu'est-ce que ça provoque pour notre santé, et est-ce que ça a été prouvé scientifiquement, ça? Alors, il faut d'ailleurs préciser que les PFAS, c'est une grande famille de molécules, il y en a plus de 10 000, et qu'elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Une fois qu'on a dit ça, leur caractéristique, par contre, la caractéristique qui va les rassembler, c'est leur persistance, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on les appelle polluants éternels, c'est un peu galvaudé, mais éternelles parce qu'en fait elles sont persistantes, elles ne se dégradent pas naturellement dans l'environnement, et c'est ça qui va en fait véritablement faire leur danger, parce que c'est ça qui va faire qu'elles sont bioaccumulables dans notre corps humain, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les ingère, on va s'en débarrasser, mais très 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 lentement, donc elles vont s'accumuler, et forcément
plus il y en a dans l'environnement, plus on va y être exposé. Donc ça, c'est la première chose. Il faut vraiment comprendre que c'est la persistance qui va créer le risque. Et ensuite, sur les effets sur la santé, on n'aura pas assez d'une demi-heure pour tous les évoquer. Donc il y en a de très nombreux. Il y a de plus en plus d'études qui vont montrer les effets sur la santé. Ce sont des perturbateurs endocriniens, ils ont des effets sur la fertilité, ils ont des effets sur le développement du fœtus, le développement cognitif des enfants, etc. Alors, il y en a aussi certaines qui viennent d'être classées cancérigènes par l'OMS et par le Centre international de recherche contre le cancer, donc certaines molécules. Mais voilà, il faut bien garder en tête que si on veut faire le lien entre toutes les molécules, il faut se dire qu'elles sont persistantes. Et puis, il faut aussi parler des effets cocktails. C'est-à-dire qu'on est exposé à plusieurs molécules différentes en même temps, et ça, c'est encore mal documenté. Ouais, et donc, je reste avec vous, Émilie Rousseau, il y a cette loi qui a été votée le 20 février à l'Assemblée nationale qui réduit l'utilisation des PFAS. Peut-être en quelques mots, dans quel domaine? Parce que tous les domaines ne sont pas concernés. Non, alors c'est vrai que la loi, elle ne s'applique pas à tous les domaines. Pour l'instant, elle s'applique surtout sur les vêtements, les textiles. Alors pas tous, parce qu'il y a certains textiles, comme par exemple les tenues pour les pompiers, qui seront exclus parce qu'on a besoin des PFAS pour ce genre de vêtements, les fardes de ski et les cosmétiques. Les ustensiles de cuisine faisaient partie au début du champ d'application de la loi, puis on l'a tous suivi, ils ont été exclus in fine. Ça a quelles conséquences pour les industriels, une loi comme ça? Déjà, il faut qu'ils trouvent d'autres solutions. Oui. Malheureusement, ce qui se passe avec ce genre de loi, c'est qu'on va trouver aussi des solutions qui sont des solutions alternatives avec des molécules qui vont ressembler énormément à celles qui sont interdites et qui potentiellement n'ont pas de données toxicologiques. Actuellement, on a des données toxicologiques sur les chaînes longues, sur les chaînes plus courtes et les molécules plus récentes, on a moins de données. Parce qu'on les connaît moins aussi. Et le problème est là. On a l'exemple du bisphénol A qui avait été remplacé par le bisphénol B qui était plus toxique. Mais le risque est de remplacer des molécules toxiques par d'autres molécules qui sont potentiellement plus toxiques. Donc il y a un gros enjeu au niveau industriel. Et puis aussi, il va falloir surveiller de très près ce qui va se passer. Ouais. Mais ça veut dire que ces industriels... Parce qu'on peut espérer qu'ils cherchent des alternatives quand même. Ils ne peuvent pas se passer des PFAS aujourd'hui. En fait, dans beaucoup de domaines, c'est très compliqué. Et je pense qu'il va falloir aussi faire une balance entre l'exposition et le risque. On parlait justement des tenues des pompiers. Potentiellement, un pompier va porter sa tenue peut-être dans certaines situations pendant une durée limitée. Mais si on porte la même tenue toute la journée, par exemple, on aura une exposition qui va être plus grande. Et de fait, cette exposition va avoir un risque beaucoup plus grand pour la santé. Oui, effectivement. Émilie Rousseau, sur les contaminations de l'eau, je voudrais qu'on se concentre quelques minutes là-dessus, parce que est-ce que la loi prévoit des contrôles plus importants? Est-ce que ça vous semble suffisamment ambitieux, ce qui a été voté? Alors, il y avait déjà un arrêté ministériel qui prévoyait la recherche de PFAS de manière, on va dire, plus régulière et active. Et ça, c'est lié à la norme européenne qui va bientôt rentrer en application et qui va pointer un certain nombre de PFAS, 20 molécules pour être tout à fait exact. Et donc, comme on les recherche dans l'eau potable, on va aussi aller les chercher chez des industriels pour savoir qui pollue l'eau potable. La loi, elle apporte quelque chose de nouveau. Elle apporte le fait que la recherche des PFAS dans les rejets industriels ne va plus se limiter qu'aux 20 PFAS qui sont visés par la norme européenne sur l'eau potable. Ça veut dire qu'on va étendre le champ de recherche, et ça, c'est une bonne chose, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 10 000 molécules. Tous les industriels n'utilisent pas les mêmes, donc il faut absolument qu'on enrichisse nos connaissances et qu'on aille chercher d'autres types de molécules. Encore faut-il que les industriels communiquent les molécules qu'ils utilisent et qu'on sache quoi aller chercher. Donc ça, c'est le point positif de la loi. Le point un petit peu plus négatif, c'est que cette loi n'interdit pas les rejets de PFAS dans l'environnement. Or, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut qu'on agisse et qu'on limite un maximum les émissions de PFAS, que ce soit dans l'eau ou dans l'air, qu'on les limite à la source avant de se poser la question des alternatives, parce qu'il va falloir se la poser, évidemment, vous l'avez dit, et on sait qu'aujourd'hui, il y a plus d'alternatives que ce qu'on pense, c'est ce qu'a révélé notre enquête.
tête, mais avant même de se poser cette question des alternatives et d'encourager les industriels à aller chercher des alternatives, il faut véritablement stopper la diffusion des PFAS dans notre environnement. Ces alternatives, j'aurais bien, parce que vous êtes en lien direct avec les industriels ou des organismes qui travaillent avec eux, est-ce qu'ils mettent autant d'énergie à trouver des alternatives ou alors est-ce qu'ils cherchent de nouveaux PFAS, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça coûte très cher. De trouver des alternatives? Oui, bien sûr, parce que c'est de la recherche et développement avancé. C'était facile parce que c'était des molécules qui, même si elles ont été trouvées par hasard, en fait, elles ont rendu énormément de services pour pas mal de gens. On n'a pas précisé quand même qu'une des grosses parties de l'intoxication au PFAS, elle vient aussi de l'alimentation et des emballages alimentaires. Et je pense que ça, c'est important aussi de le signaler, notamment les revêtements des papiers qui sont à la fois hydrofuges et oléofuges dont je parlais pour les emballages de nourriture de fast-food, on va dire, qui permettent justement d'avoir cette qualité-là. On peut les remplacer, donc il y a des solutions qui existent déjà. On va parler peut-être de la cire d'abeille, par exemple, qui a à peu près les mêmes propriétés. Donc si on enduit un papier de cire d'abeille, on va avoir à peu près les mêmes propriétés que les PFAS. Bon, après, il va falloir encore qu'il y ait des abeilles, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que tout ça, c'est à la fois de la recherche, parfois aussi du bon sens, parce qu'effectivement, on a la solution facile à proximité, mais peut-être il va falloir aller chercher d'autres solutions qui sont un peu plus complexes. Il y a des polyéthylènes qui sont beaucoup moins toxiques pour la santé, qui peuvent être utilisés dans certaines situations. Mais bon, oui, effectivement, ça force un petit peu aussi les industriels à aller vers ce type de recherche et augmenter leur recherche et développement pour aller chercher d'autres molécules. Avec peut-être aussi l'aiguillon, on va dire, juridique ou judiciaire. La Régie des publics des eaux potables de Paris a porté plainte contre X. Son objectif, c'est de faire payer à l'industrie chimique le coût de la décontamination. Émilie Rousseau, on est un peu dans l'application du principe pollueur-payeur. Est-ce qu'on peut évaluer le coût de la dépollution? Est-ce qu'on a commencé à travailler là-dessus? C'est précisément ce qu'on a fait avec le Forever Lobbying Project, un consortium de journalistes. On était 46 et on a calculé le coût de la dépollution et on a trouvé que ça allait nous coûter 100 milliards d'euros par an jusqu'à ce qu'on arrête d'utiliser des PFAS. Donc c'est près de la moitié du budget de l'Union européenne. Donc le coût de la dépollution, il est énorme. Il est absolument énorme. On ne pourra pas d'ailleurs tout dépolluer. Il va falloir faire des choix et ça, c'est les scientifiques eux-mêmes qui le disent. Et ce coût-là, on le sait, le coût qu'on a calculé, il est largement sous-estimé. Donc évidemment, le principe du pollueur-payeur commence à poser des questions. C'est-à-dire que de nombreuses métropoles, de nombreuses collectivités se posent la question, se disent voilà, comment on va faire pour mettre en place nos stations de filtration et portent plainte ou entament des procédures judiciaires contre les industriels. C'est le cas, vous l'avez dit, à Paris, mais c'est aussi le cas ici à Lyon. Il y a 40 communes qui ont porté plainte contre les deux industriels. La métropole de Lyon aussi a engagé un recours. Donc voilà, quand on est face à un coût aussi énorme, évidemment, le principe du pollueur-payeur, qui on le sait n'est pas très souvent appliqué, prend tout son sens. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt sur Be Smart for Change. Émilie Rousseau, votre enquête, elle est toujours disponible à voir sur le site francetv.fr. Merci encore. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. Smart Ideas tout de suite avec Pascale Nollet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Cuchot, vous l'avez créé tout début 2021 avec Valérie Delem. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a lancé? C'était une expérience en terrasse un peu désagréable avec un radiant qui chauffe trop fort sur la tête et la personne en face qui a froid. Et on a eu la volonté de proposer une alternative éco-responsable à ces chauffages radiants en terrasse qui maintenant sont interdits sur l'espace public. Effectivement, il y a eu l'interdiction depuis un coussin chauffant qui réchauffe la Lune, pas la Terre. J'adore votre slogan. Vous en êtes où aujourd'hui, là, 4 ans après la création de Cuchot? Alors, on a mis quand même 2 années de R&D pour pouvoir trouver ce produit, puisque notre volonté, c'était de faire un produit 100% français. Et comme vous l'imaginez, un produit électronique, ça prend un petit peu de temps. On a même réussi le challenge de fabriquer notre propre batterie en France. Donc, il nous a fallu 2 bonnes années pour ça. Et là, on a installé un bon nombre de terrasses. On a plus de 1500 coussins installés sur tout le territoire français.
Et on entame maintenant l'installation en indoor. Alors on va en parler tout à l'heure de l'indoor, mais peut-être sur justement cette période de R&D, sur les choix des matériaux, sur les batteries, quel principe vous avez suivi? Alors nous, on a voulu vraiment avoir une démarche très RSE en choisissant des partenaires locaux. Nous sommes basés dans les Hauts-de-France. Ouais. On a la chance d'avoir un tissu encore d'entreprises très chouette à Lille. Et cette idée était vraiment de fabriquer avec la durabilité et la réparabilité du produit. Donc tous les ingrédients ont été choisis et sélectionnés pour cet objectif de durabilité. Et ça veut dire qu'on peut, entre guillemets, détacher un ingrédient, le réparer. Il n'est plus question sans s'occuper de tout le coussin. Voilà, quoi. il n'est plus question d'entendre « Ah, la carte électronique est morte, il faut jeter le produit ». Non, tous les ingrédients sont durables et réparables dans tous les cas. Ouais. Et les batteries, ça a été une vraie galère? Oui, les batteries, ça a été une vraie galère parce que nous avions le souhait d'avoir une batterie d'une certaine puissance, 12 volts. Et dans des batteries standards, c'est des gros volumes qui ne sont pas intégrables dans un produit. Nous, on a une très jolie batterie qui a le look d'un iPad extrêmement plat. Et on a trouvé un partenaire qui nous a trouvé l'aspect technique. Et nous, on a travaillé sur l'aspect esthétique de cette batterie. Et donc, après les terrasses de restaurants ou d'hôtels, vous vous attaquez au marché indoor, c'est ça? Oui, puisqu'on avait, nous, l'expérience du coussin dans nos propres bureaux et les gens autour de nous disaient « mais c'est génial, nous aussi on a froid ». Et on s'est rendu compte qu'en effet, cette volonté de baisser le chauffage à 19 degrés pouvait être complexe dans de nombreux lieux. Et vous avez aussi des applications aujourd'hui comme les halls d'accueil qui sont toujours en courant d'air, les bâtiments qui sont difficiles à chauffer. C'est une vraie alternative qui permet, en réchauffant les reins, d'avoir une sensation de bien-être. C'est la bouillotte contemporaine. Effectivement. Et donc, vous avez un slogan pour ce marché-là? Oui, le slogan, c'est « Réchauffe le corps, pas le décor ». Et en effet, ça dit tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les grands bureaux où on a moins de monde, ça évite de mettre le chauffage trop fort. C'est aussi intéressant pour le télétravail. Plutôt que de chauffer la maison, on se réchauffe. Et puis, les premiers retours qu'on a, c'est les bienfaits physiologiques. Réchauffer les reins, ça permet de soulager les tensions musculaires. Ou les douleurs de ventre. Donc ça a des effets collatéraux aussi intéressants en posture assise. Ouais. Je reviens aux terrasses. Est-ce qu'elles appliquent vraiment la nouvelle réglementation? Est-ce qu'elles ont d'autres alternatives? C'est quoi les alternatives en fait? Alors, il faut savoir qu'en terrasse, cette interdiction n'est mise que sur l'espace public. C'est-à-dire que tous les lieux rooftop ou cour intérieure n'ont pas cette réglementation. C'est la raison pour laquelle on voit encore des lieux avec et des lieux sans. Mais sur l'espace public, on est tenu de respecter cette norme pour le bien-être de la planète. Oui. Et donc, achetons des coussins chauffants de chez Cuchot. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre entreprise. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. Et je vous dis à demain. Merci à celles et ceux qui m'accompagnent pour préparer cette émission. Alexis Mathieu, Marie Billat et Juliette Milierina à la production et à la programmation. Alice Pitavi, la réalisatrice, Héloïse Merlin au son. Belle soirée à toutes et à tous.